Je vous propose de commencer cette soirée conférence-débat sur l'hypnose. J'aurais peut-être pu dire l'hypno-analgésie, puisqu'on a bien dit que c'était l'hypnose pour soulager la douleur. Alors, quelques mots pour vous parler de la Fondation Apicil, bien sûr. Je suis Nathalie Aulnett, directrice de la Fondation Apicil. Et quand vous entendez Fondation Apicil, vous entendez groupe Apicil. Donc, quelques mots de présentation du groupe Apicil, puis de la Fondation. Et ensuite, nous passerons à l'intervention de ces messieurs. Donc, le groupe Apicil, c'est un groupe qui existe, qui est né à Lyon il y a 80 ans. C'est un groupe qui est mutualiste et paritaire, donc c'est-à-dire qu'il y a une gestion patronale et syndicale. C'est le 4e groupe français de protection sociale, avec 2,2 millions d'assurés, plus de 2000 collaborateurs. Je parle sous le regard du directeur du groupe Apicil, ce qui m'impressionne un peu, donc excusez-moi. Bon, c'est un groupe dont le développement est très important. Il a multiplié son chiffre d'affaires par 2 en 5 ans. Et cela, on le doit donc à monsieur Philippe Barré, ici présent ce soir, et aux équipes qui travaillent dans le groupe Apicil. Donc le groupe Apicil, ce sont 4 métiers: la prévoyance, la complémentaire santé, l'épargne et la retraite. Donc ces 4 métiers-là sont les métiers du groupe Apicil. Et aujourd'hui, le groupe Apicil consacre 16 millions d'euros par an à l'action sociale. Et donc cette action sociale qui s'adresse à la fois aux enfants, aux actifs et aux retraités. Je vous invite à vous rendre sur le site du groupe Apicil, vous en saurez beaucoup plus. Je m'arrêterai là dans cette présentation du groupe et je vais vous parler de la Fondation. Donc la Fondation Apicil a été créée en 2004. Son objet, donc, c'est la lutte contre la douleur physique et douleur psychique. Donc aujourd'hui, on est vraiment un acteur du mécénat qui compte dans le paysage français parce qu'on a financé de nombreux projets. Cette fondation est reconnue d'utilité publique. C'est donc le Conseil d'État qui a visé et accepté les statuts de la Fondation Apicil. Et nous devons rendre compte de nos activités au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé. Mais sachez-le, les fonds de la Fondation Apicil sont tous privés, exclusivement privés. Donc la gouvernance de la Fondation, ce sont 2 instances très importantes, un conseil scientifique et un conseil d'administration. Conseil scientifique, c'est-à-dire qu'il y a 15 personnes qui très régulièrement se réunissent et étudient les demandes de subventions que nous recevons de toute la France. Alors, qui nous adresse ces demandes de subventions? Ce sont des médecins, des infirmières, des kinés, des soignants, qui ont une idée pour améliorer la prise en charge de la douleur, mais pas toujours la caution scientifique et pas toujours les moyens de les mettre en œuvre. Et là, c'est à ce moment-là que nous pouvons intervenir. Donc, ils nous sollicitent en envoyant un dossier de demande de subvention qui est étudié par ce conseil scientifique. Dans le conseil scientifique, il y a donc 15 personnes qui sont des médecins, infirmières, psychologues, cadres infirmiers, devrais-je dire, philosophes. Voilà, 15 personnes qui sont très investies dans le conseil scientifique de la Fondation. Je dois vous dire qu'il ne manque pas les conseils, qui sont présents, qui remplissent les dossiers, que tous les dossiers sont lus, discutés. Et quand on décide d'attribuer une subvention à un dossier, c'est qu'on a collectivement pensé que c'était un projet important qui allait améliorer la prise en charge de la douleur. Au démarrage de la Fondation, on a beaucoup travaillé sur la région Rhône-Alpes. À l'époque, il n'y avait que Rhône-Alpes. Maintenant, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'ensemble de la France. Et on s'est focalisé, pour reprendre un mot de l'hypnose, on s'est focalisé sur les patients pendant longtemps. Et maintenant, on s'intéresse aussi aux soignants et aux proches. Parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des interactions entre la douleur du patient, des proches et des soignants, et donc l'importance de prendre en compte ces douleurs. Pour vous donner quelques chiffres, on a étudié à ce jour 1300 projets, donc qui proviennent de partout en France, et on en a accompagné 650. Ça veut dire que quelqu'un qui nous soumet un projet a une chance sur 2 d'être soutenu, ce qui est quand même un bon pourcentage. Alors, quel type de projet on va financer? On va financer de la recherche, des formations, de l'information, et nous allons encourager le changement des pratiques.
50% de notre budget est consacré à la recherche. Donc la recherche qui ne serait pas financée si la Fondation Apicil ne la finançait pas. C'est-à-dire que nous allons financer des projets de recherche sur des projets qui sortent un peu des chemins habituels. Je pense notamment, par exemple, pour vous donner quelque chose de concret, un projet qu'on a accompagné qui concernait le chant, faire chanter des personnes qui commencent la maladie d'Alzheimer, voir tous les effets sur leur santé à partir de ce moment-là, et prouver, parce que ce projet a permis de prouver que l'on pouvait ralentir le processus de la maladie. Donc des actions comme ça, les équipes, même si elles sont dans les équipes INSERM, CNRS, elles ont du mal à trouver les financements. Et donc nous, on va s'intéresser à ces projets-là. Donc les techniques non médicamenteuses, vous avez compris, sont au cœur des projets de la Fondation. Il n'y a pas que cela. On va travailler beaucoup aussi sur les douleurs, éviter les douleurs post-opératoires, par exemple, en travaillant sur les molécules qui peuvent être utilisées pendant les anesthésies. Mais on va aussi beaucoup développer donc, tout ce qui est technique non médicamenteuse. Alors, soutenir des projets, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de le faire savoir aussi, le faire savoir à l'ensemble de la population. Et donc, nous éditons tous les 6 mois une lettre d'information. Certains d'entre vous l'ont reçue aujourd'hui. Et vous la recevez peut-être aussi. Cette lettre d'information est publiée à 350 000 exemplaires et elle permet de parler des projets que nous avons financés pour faire savoir les changements qui opèrent actuellement en France. Et informer, c'est aussi organiser des rencontres avec les journalistes et c'est pour ça que tous les mois, avec Vilma Audin qui est dans la salle et qui est attachée de presse de la Fondation, Vilma est là, merci. Vilma permet à la Fondation de rencontrer des journalistes et de faire savoir au grand public ce qu'il se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc, faire savoir, ça peut se faire par l'écrit, grâce aux journalistes, mais ça peut se faire aussi par l'image. Et donc, nous travaillons avec une photographe qui nous accompagne et qui va aller réaliser régulièrement des reportages photographiques. Nous avons ainsi un fonds photographique de près de 2500 photos qui parlent de ces projets et qui montrent ce que c'est que la méditation, que l'hypnose, que la relaxation, que ces techniques qui sont plus ou moins connues dans le milieu médical. Alors, ces photos sont réalisées par Véronique Védrenne. Je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle est là. Voilà, je la remercie de nous accompagner depuis tant d'années aussi. Alors, faire des photos, parler avec les journalistes, c'est pas mal, mais il y a encore d'autres choses possibles, c'est faire des films. Et quand nous faisons des films, nous faisons appel à Pierre Rappé, qui est aussi dans la salle, je ne sais pas où tu es, là-bas. Pierre Rappé, donc, est réalisateur et fait pour la Fondation Apicil des films qui sont tournés dans les hôpitaux, en situation réelle. Nous appelons nos porteurs de projets, les personnes que nous avons soutenues, si elles sont d'accord pour qu'on vienne filmer ce qu'elles ont pu mettre en place grâce au budget que nous avons pu leur donner. Et donc, par exemple, vous pourrez aller voir sur notre site internet, Fondation Apicil, des films, ce sont des courts petits films de 5-6 minutes, et vous verrez, par exemple, le rôle des socio-esthéticiennes, par exemple, vous verrez un film où on change une valve cardiaque sous hypnose. Et ce soir, nous allons découvrir 2 autres films pendant l'intervention des médecins. Aujourd'hui, c'est la 10e conférence qu'organise la Fondation Apicil. Une conférence, c'est aussi pour faire connaître au grand public les actions menées par la Fondation. Et vous allez tous être nos ambassadeurs pour parler autour de vous et dire ce qui est fait et ce qui bouge aujourd'hui dans le milieu médical. Alors, on vous a sollicité, quand vous vous êtes inscrit sur le site de la Fondation, en vous demandant est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir abordés dans ces conférences. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. On en retiendra. Je vous remercie beaucoup parce que vous contribuez à breuver comme ça de sujets. Et donc, les sujets qui ont été proposés sont l'acupuncture, traiter les migraines et les céphalées. Alors, je dois vous dire qu'il y a 2-3 ans, on avait fait une conférence sur la migraine, donc ça ne sera pas pour tout de suite la prochaine. Mais il y a d'autres sujets proposés comme douleurs et plantes médicinales, l'accompagnement des soins de fin de vie, la thérapie par le rire, la méditation et la douleur. Alors, pour la méditation pleine conscience, je vous invite à aller voir, on a fait un film, on a financé effectivement de la méditation pour des adolescents à l'hôpital de Toulouse.
Ensuite, il y a les douleurs neuropathiques, les médicaments qui contiennent des substances opiacées. Alors effectivement, vous avez raison de soulever ce sujet qui est un sujet totalement d'actualité. La pratique du yoga thérapeutique, soigner les douleurs par les bactéries que nous avons dans les intestins, c'est aussi un sujet qu'on entend beaucoup dans les congrès aujourd'hui. Il y a d'autres sujets proposés, je ne vais pas tous les citer ce soir, mais en tout cas, je vous remercie de nous les avoir proposés. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé et que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, donc je vais laisser la parole à nos deux orateurs. Je voulais vous dire que la conférence de ce soir a été filmée et qu'elle sera donc mise à disposition sur le site de la Fondation Apicil dans quelques jours ou semaines, en fonction de la durée du montage. Et donc, je vous invite à écouter ces deux médecins qui ont accepté de venir nous parler de l'hypnose, le docteur Stéphane Bouvier et Jérôme Schweitzer, deux médecins anesthésistes qui travaillent à Grenoble. Ils sont formateurs en hypnose et praticiens de l'hypnose ericksonienne. Et là, je pense qu'il vaut mieux que je leur laisse la parole. Bonne soirée. Ça marche. Bonsoir. Donc moi, je suis Stéphane Bouvier. Donc je suis avec mon ami Jérôme Schweitzer. Bonsoir. Donc tous les deux, effectivement, on travaille à Grenoble. On est anesthésiste au départ. On a un parcours parallèle. On est formé en hypnose depuis 2010 par l'Institut Émergence. Donc on fait pas mal d'hypnose au bloc opératoire. Et puis ça fait 2-3 ans aussi, on a fait des formations complémentaires, notamment avec l'Institut Milton Erickson de Lyon ou avec d'autres instituts, pour développer des consultations d'hypnose en dehors du bloc opératoire, notamment pour la douleur chronique ou d'autres pathologies qui peuvent être traitées par l'hypnose. Donc ce soir, on va parler de l'intérêt de l'hypnose pour soulager la douleur, voir un petit peu ce qui est possible de faire, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment ça marche, qu'est-ce qui est possible de faire pour la douleur aiguë, la douleur chronique, etc. Puis il y aura un petit temps même un bon temps d'échange après pour toutes vos questions en fin de présentation. Alors, le mot hypnose, c'est un mot qui donne beaucoup d'interrogations. Ça vient du grec hypnos, qui était le dieu du sommeil, qui est représenté ici avec deux ailes qui est en train d'endormir cette maman et son bébé. Et donc, ça veut dire le sommeil. Alors, est-ce que l'hypnose, c'est du sommeil ? Eh bien non, dès les années 50, on s'est rendu compte qu'avec les électroencéphalogrammes, que l'hypnose est un état d'éveil, donc ce n'est pas du sommeil. Est-ce que l'hypnose, alors, à ce moment-là, c'est de la magie, quelque chose un peu d'ésotérique, mystique ? Non, Stéphane vous montrera à travers de nombreuses études que l'hypnose est un phénomène bien réel et dont l'efficacité est démontrée par de nombreuses études. Donc ce n'est pas de la magie. Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on voit à la télé, ou bien l'hypnose de spectacle, comme Mesmer ? Alors non, l'hypnose médicale est bien loin de l'hypnose de spectacle. Alors c'est le même phénomène, effectivement, mais les techniques pour y arriver sont totalement différentes, et le but, évidemment, est également totalement différent. L'hypnose de spectacle est une hypnose directive ancienne, qui touche seulement 10-20% de la population, à la différence de l'hypnose médicale où le patient reste acteur et qui est accessible à tout le monde. Donc c'est différent de cette hypnose de spectacle. Est-ce que, au final, c'est valable ? Est-ce que ce n'est pas des charlatans qui vous font ça ? Non, les personnels de santé qui sont formés à l'hypnose dans les hôpitaux, en ville, ont des formations validées, sérieuses, faites par des universités. Donc ce n'est pas du charlatanisme. Ceci dit, la réglementation de l'hypnose, elle est pas encore faite en France, et n'importe qui peut faire une formation qui n'est pas validante, mais puis s'installer derrière comme hypnothérapeute. Donc il s'agit quand même de choisir un professionnel de santé qui a été formé par un organisme de qualité. Donc cette hypnose médicale, c'est en fait un outil qui peut être utilisé dans plein de domaines en médecine, complémentaire. Donc l'hypnose ne remplace pas autre chose. On ne va pas soigner un cancer par l'hypnose. Par contre, l'hypnose va pouvoir aider pour soulager les patients en complément des autres techniques, des autres médecines, etc. Alors cette hypnose médicale,
elle est dite hypnose ericksonienne, de Milton Erickson, qui est un psychiatre américain qui a vécu au XXe siècle aux États-Unis, et qui a mis au point cette hypnose très permissive, douce, qui marche chez ta main. Alors, ce n'est pas Milton Erickson qui a inventé l'hypnose, parce que ce phénomène est utilisé depuis très longtemps. On retrouve dans les grottes de Lascaux, par exemple, des représentations de chamans, et tous les guérisseurs, les chamans, utilisent très certainement ce phénomène hypnotique. Les premières traces viennent de Franz Anton Mesmer, un médecin autrichien, qui vécut à l'époque de Louis XVI. Et puis vous voyez peut-être pourquoi le Mesmer actuel a choisi son nom de scène. Il a juste rajouté un S. Et donc Franz Anton Mesmer pensait qu'à l'intérieur de nous, il y avait un fluide magnétique, et puis que quand il était déréglé, cela entraînait des pathologies. Et le rôle du thérapeute était de mobiliser ce flux magnétique pour résoudre des problèmes. Pour être plus efficace, il a mis au point des sortes de baignoires autour desquelles les patients se présentaient. Et puis à l'aide de tiges métalliques et puis du pouvoir du thérapeute, il arrivait à guérir de nombreuses personnes, si bien que Louis XVI lui a demandé de venir à la cour de la France pour étudier tout ça. Et donc à l'époque, comme on peut le voir ici, sur cette image, le thérapeute avait le tout pouvoir. Il avait un don, il dominait le patient. C'était grâce à lui la guérison. Rapidement, les élèves de Mesmer se sont rendus compte que c'est grâce à la suggestion que ça marchait. Et donc cette suggestion a été de plus en plus utilisée, et notamment en médecine, jusqu'à arriver à la chirurgie. Et par exemple, ici, c'était une démonstration publique à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où en 1824, le chirurgien Jules Cloquet a opéré cette dame d'une mastectomie, qui était sous sommeil magnétique, c'est comme ça qu'on appelait l'hypnose à l'époque, et avec une patiente qui était en sommeil apparent, en tout cas qui restait confortable pendant toute la chirurgie. Ça a été beaucoup étudié par un chirurgien écossais qui travaillait avec l'armée anglaise dans les Indes, et qui a opéré plus de 270 personnes sous hypnose, qu'il a comparé à 270 opérations qui étaient faites comme ça. Donc évidemment, il trouvait un bien meilleur confort, mais surtout, il passait d'une mortalité qui était de 30 à 50% à une mortalité inférieure à 10%, grâce à l'utilisation d'hypnose. Donc elle avait vraiment un intérêt. Ça a été beaucoup utilisé, et puis est arrivé le chloroforme, l'éther, qui était beaucoup plus puissant, plus facilement utilisable, reproductible, qui prenait moins de temps. Et l'hypnose a complètement disparu des blocs opératoires pendant 150 ans. Parallèlement, pour les maladies diverses, variées, les maladies psychiatriques, ça a aussi continué à se développer, et puis est arrivé Freud, avec la psychanalyse, d'autres personnes qui n'y croyaient pas trop, et puis c'est un peu tombé aux oubliettes en France, en Europe, mais pas aux États-Unis, où Milton Erickson a développé cette hypnose ericksonienne, donc avec une technique très permissive. Donc quand on regarde dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Ils nous disent c'est un état de conscience particulier qui n'est ni de la veille ni du sommeil et qui est provoqué par la suggestion. Beaucoup de personnes parlent d'altération de l'état de conscience ou d'un état de conscience modifié ou d'un état de conscience tout court. Donc qu'est-ce que c'est les états de conscience? Alors on ne parle pas du sommeil ni du coma, on parle des états d'éveil. Alors quand on pense état de conscience, on pense à cet état-là, comme ce petit garçon qui, pour traverser la route, a besoin de tous ses sens. Il doit voir la voiture qui arrive, estimer est-ce qu'il m'a vu ou pas, il va freiner, à quelle vitesse. Il doit aussi écouter, s'il n'y a pas des voitures qui arrivent par derrière. Au niveau physique, il doit être alerte pour pouvoir éventuellement courir, descendre la marche d'escalier. Donc ça, c'est l'état dans lequel vous êtes actuellement, qui permet d'interagir, qui assure notre sécurité, qui assure l'analyse, et on appelle ça la conscience critique. Et donc c'est ce qui nous met en sécurité, l'analyse. Et puis, ce petit garçon, quand il arrive à l'école, au bout d'un moment, en cours de maths, il s'embête, et puis, paf, il va partir dans ses rêves. Il va penser au week-end dernier, quand il a gagné le match de foot avec ses copains. C'est ce qu'on appelle la conscience absorbée. Et quand on est dans cet état de conscience, on est tourné vers notre imaginaire, la rêverie. C'est également dans cet état-là où on arrive à trouver des solutions. Naturellement, quand on a un problème, on se met dans la lune pour trouver la solution. C'est là qu'on a preuve de créativité. Et puis, il existe une certaine indifférence à l'extérieur, si bien que la maîtresse, elle parle, et puis le petit garçon, il n'entend pas du tout. Et quand on est dans cet état de conscience absorbé, on devient suggestible. C'est-à-dire que
quand on va vous proposer quelque chose, vous allez plus facilement l'accepter. Certaines personnes diraient influençable, mais je n'aime pas trop ce terme. En tout cas, pas pour l'hypnose. Et donc, ça, c'est quelque chose de naturel. Ça arrive à tout le monde tous les jours. Eh bien, l'hypnose, en fait, c'est pas tout blanc, tout noir. Parce que tout au long de la journée, on passe d'un état à l'autre. Et en fait, notre conscience, c'est un mélange permanent de ces deux types de conscience, la conscience critique et la conscience absorbée. Et puis, c'est pas tout blanc, tout noir, comme je vous l'ai dit, parce que même quand il traverse la route, il y a une petite partie de lui qui peut penser au cours de maths qui va arriver. Et puis, de la même façon, quand il est dans la Lune pendant son cours de maths, il y a une partie de lui qui est quand même réactive au cas où la maîtresse l'appelle par son prénom afin qu'il puisse faire semblant d'être présent et d'écouter le cours de maths. Et donc, cette conscience absorbée, qui arrive spontanément tous les jours, eh ben, on peut la provoquer. C'est ce qu'on va appeler la conscience absorbée provoquée, ou conscience hypnotique, ou transhypnotique. Alors, pour y arriver à cette transhypnotique, en fait, ça commence par une focalisation. Alors, typiquement, c'est l'image du pendule que le regard fixe, et puis c'est le fait de fixer ce pendule qui va focaliser l'esprit, qui va permettre de provoquer la dissociation. Après, cette focalisation, elle peut se faire sur n'importe quoi, sur un bruit, sur une sensation, sur la respiration. Elle peut aussi se faire sur la douleur. Et les gens qui sont douloureux, ils sont focalisés sur la douleur. Et puis, ils ont tendance à se dissocier spontanément. Mais donc là, on décide de le provoquer, cette dissociation. Alors, c'est quoi ce phénomène de dissociation? C'est être là et pas là. C'est une partie de nous et ici, et puis une partie est dans le voyage de noces. Ou bien ça peut être dans un monde complètement imaginaire, se fabriquer une bulle de protection. On peut également se dissocier juste une partie du corps. La catalepsie, qui est la position de ce bras, est un phénomène caractéristique de l'hypnose, où au bout d'un moment, on a l'impression que le bras, c'est plus le nôtre. C'est également vrai avec la lévitation, quand il y a un membre comme le bras, par exemple, qui se soulève, on a l'impression que ça ne nous appartient plus. Ces dissociations, on peut les provoquer encore de façon plus forte, et par exemple créer une sorte de gant protecteur qui va permettre de protéger la main du patient afin de faire un soin douloureux, de lui poser une perfusion dans des bonnes conditions. Et puis, comme je vous l'ai dit, on peut se dissocier sur une douleur, sur une angoisse, par exemple, cette maman qui a peur de l'accouchement. Cette peur se traduit par une boule dans la gorge, et puis on va pouvoir travailler dessus en la dissociant de cette boule. Et donc, quand on est dans cet état-là, on devient suggestible. Et c'est cette suggestibilité qui va permettre d'avoir beaucoup d'efficacité dans différents champs. Si bien que l'Institut français d'hypnose a proposé une liste de tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Donc, au final, il y a énormément de choses. Et la question n'est pas de savoir dans quel cas appliquer l'hypnose, mais comment appliquer l'hypnose dans le cas qui me concerne. Alors, il faut faire attention. Moi, je suis anesthésiste, donc je m'occupe de la douleur, je m'occupe de nausées, de vomissements, je m'occupe du périopératoire, donc je vais utiliser l'hypnose dans ce cadre-là. Et puis, c'est pas à moi de m'occuper de troubles de rénaux ou de phobies de toutes sortes. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Dans la douleur, donc que ce soit l'accouchement, la chirurgie, les douleurs chroniques, les douleurs aiguës, dans les différents troubles. Ouais, bon, ça marche pas. L'hypnose médicale, donc c'est, comme vous l'avez compris, un état de conscience particulier, accessible à tout le monde, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cet état d'être dans la Lune. Le thérapeute, lui, il accompagne le patient, il travaille avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille sur un patient, mais c'est vraiment un accompagnement, et c'est le patient qui fait le plus gros du travail, avec un objectif thérapeutique qui est orienté solution, en utilisant les ressources du patient. Milton Erickson voyait l'inconscient comme un énorme supermarché dans lequel, grâce à l'hypnose, on va faire nos courses pour ramener à la conscience les solutions qui sont présentes chez le patient grâce à ses apprentissages et ses ressources. Et pour y arriver, c'est l'alliance thérapeutique qui est le plus importante, c'est-à-dire la communication, le contact qu'on va établir avec le patient, les mots qu'on va utiliser.
Et donc, quand on est dans cet état dissocié, il y a un fonctionnement cérébral particulier. Et je vais laisser la parole à Stéphane pour qu'il vous explique tout ça. Comme vous l'a dit Jérôme, jusque dans les années 50, on avait juste démontré que l'hypnose, ce n'était pas du sommeil, grâce aux électroencéphalogrammes. Il a fallu attendre les années 90, 2000, grâce à l'avènement des IRM fonctionnels, des PET scans, c'est-à-dire des techniques de radiologie qui peuvent voir quelle partie de votre cerveau va s'activer en fonction de ce que vous êtes en train de faire, de penser, de ressentir, etc. Donc ça fait à peu près 15-20 ans qu'on a pu isoler en fait un fonctionnement particulier du cerveau quand vous êtes, ou quand on met quelqu'un dans un état d'hypnose. On a observé qu'il y avait des modifications de l'activité cérébrale, qu'il y avait certaines parties du cerveau, par rapport à l'état de veille standard, qui allaient plus s'activer, ou certaines parties du cerveau qui allaient plus s'endormir, se désactiver sous hypnose. Là, c'est des choses un petit peu techniques de neurologue, mais par exemple, il y a des parties qui vont avoir tendance à plus s'activer quand vous êtes sous hypnose, quand on met quelqu'un sous hypnose. Ça va être par exemple le cortex cingulaire antérieur, le cortex prémoteur. Ce sont soit des parties du cerveau qui servent à se protéger, à moduler la douleur, qui vont avoir tendance à s'activer, soit des parties du cerveau qui vont s'activer dans la projection dans une action, dans la simulation dans une action avant de la réaliser. Après, il y a d'autres parties qui vont avoir tendance à s'endormir sous hypnose dans le cerveau. Par exemple, le précuneus, le cortex cingulaire postérieur. Ça, ce sont des parties qui, en état de conscience normale, sont actives et qui vous permettent de réaliser qu'il y a un environnement autour de vous et de réaliser que vous êtes une personne différente de cet environnement. En hypnose, ces parties du cerveau vont avoir tendance à diminuer, ce qui fait que les gens, des fois, ils vont avoir moins conscience de ce qui se passe autour d'eux, ou ils peuvent avoir aussi moins conscience d'une partie de leur corps, voire avoir une partie de leur corps qui peut être analgésiée ou totalement endormie sous hypnose. Et puis après, en fonction de ce que les gens vont faire sous hypnose, il y a des parties du cerveau qui vont s'activer. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire du vélo, qui est en train d'observer le paysage autour de lui en train de faire du vélo, il y a les parties du cerveau qui sont en lien avec la vision qui vont s'activer, comme si la personne était vraiment en train d'observer un paysage, alors qu'il a les yeux fermés. Et il y a toutes les parties du cerveau qui sont en lien avec la motricité pour faire bouger les jambes, etc., qui vont s'activer comme si la personne était vraiment en train de faire du vélo, alors qu'elle est assise dans une chaise en train de rien faire de particulier. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans l'hypnose, c'est vraiment qu'il y a une intensité du fonctionnement cérébral. Ce n'est pas un état de sommeil, ce n'est pas un état où on est passif, il se passe quelque chose de vraiment très très actif au niveau cérébral. Le cerveau est en pleine ébullition, en pleine agitation, avec beaucoup de sensorialité qui va se mettre en place. Donc ces études ont permis de montrer quelle est la différence entre l'éveil et l'hypnose. Il y avait vraiment un fonctionnement cérébral différent, qu'il y avait vraiment deux types de conscience cérébrale. Après, l'hypnose, elle est revenue au goût du jour en anesthésie. C'est à partir des années 90 aussi, 95, notamment grâce au travail de cette dame, qui est le professeur Fémonville, qui travaillait à Liège, en Belgique, qui s'est rendu compte qu'il était possible d'utiliser de l'hypnose au départ pour faire des soins chez les brûlés. Des fois, les brûlés, il faut leur faire des pansements une fois par jour, voire 2 fois par jour. Elle s'est dit, c'est quand même dommage de faire des anesthésies, des sédations à chaque fois. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Et donc, elle s'est dit, tiens, on va peut-être appliquer l'hypnose. Elle a entendu parler de ça. Elle s'est rendu compte que c'était très, très efficace et que ça pouvait remplacer les produits d'anesthésie dans ces cas-là. Elle, son travail au bloc opératoire, c'est surtout un travail, à l'époque, elle faisait travailler beaucoup sur la chirurgie de la thyroïde. Elle s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on peut appliquer ça dans la chirurgie de la thyroïde? Et donc, elle a commencé à mettre en place l'hypnose pour les opérations de la thyroïde. Donc, des opérations où on enlève totalement la thyroïde sous hypnose, plus une anesthésie locale. La technique standard, c'est de faire une anesthésie générale pour une opération qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et elle s'est rendue compte que c'était très efficace. Donc, après, elle a fait des études et qu'on montrait que l'hypnose, dans ce type d'intervention, et après ce qui a été démontré après dans d'autres études, que l'hypnose, ça permettait, dans la période périopératoire, donc c'est-à-dire avant, pendant et après l'opération, ça permettait de faire que les gens ils étaient moins anxieux quand ils étaient opérés sous hypnose, avant, pendant et après les opérations, que les gens ils étaient moins douloureux, notamment en post-opératoire. Quelqu'un qui a été opéré sous hypnose, par rapport à une anesthésie générale, dans salle de réveil, il aura besoin de beaucoup moins d'antalgiques par rapport à une anesthésie générale. Donc l'hypnose, ça permet de diminuer la douleur post-opératoire.
Et puis ça permet de diminuer les nausées, ça permet de diminuer les vomissements, et ça permet aussi de faire en sorte que les gens ils récupèrent beaucoup plus facilement, qu'ils reprennent le travail ou leur activité beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un exemple d'étude qui a été faite, mais depuis, il y a plein d'études qui ont montré que l'hypnose était très très efficace dans ce cadre-là. Donc ça, c'était pour les thyroïdes. Donc elle s'est dit, tiens, c'est intéressant, ça a l'air de bien marcher sur la douleur. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des études un peu plus scientifiques pour savoir ce qui se passe ou pour démontrer qu'il y a une réelle efficacité ou pas de l'hypnose dans la gestion de la douleur? Donc après, elle a fait des études expérimentales. Là, par exemple, c'est une étude qui a été faite. C'est une des premières études intéressantes sur le sujet. Donc ça date des années 2000. Ils ont pris 3 groupes de patients, ou 3 groupes de volontaires sains plutôt. Donc un groupe à qui on leur dit... Ben voilà, vous pensez à ce que vous voulez, vous êtes libre de penser à ce qui vous fait plaisir. Un autre groupe à qui on leur demande de penser à un souvenir agréable, mais de manière spontanée. Et puis le 3e groupe, on va les mettre sous hypnose et on va leur faire revivre leur souvenir agréable sous état hypnotique. En parallèle de ça, chaque volontaire a sur le bras une plaque chauffante qui va permettre de faire une stimulation douloureuse. Ça, c'est les résultats quand la plaque chauffante elle ne chauffe pas, quand la douleur est proche de 0, entre 0 et 1. On voit que dans les 3 groupes, c'est exactement pareil. En blanc, c'est l'intensité, le ressenti de la douleur. En noir, ça va être l'interprétation de la douleur en termes d'émotion, en termes de caractère désagréable de la douleur. Et puis après, on fait chauffer la plaque. On monte la température à 40, 45 degrés pour obtenir des EVA, c'est-à-dire des scores de douleur qui commencent à être vers 6 ou 7. En salle de réveil ou au bloc opératoire, ou dans un service, quand quelqu'un a une douleur à 7, c'est qu'il a déjà très très mal. Donc on se rend compte dans les 2 premiers groupes que la douleur est à 6 ou 7, et que pour la même stimulation douloureuse, pour la même intensité, en fait, dans le groupe qui est sous hypnose, la douleur elle est plutôt à 3 ou 4. Voilà. Donc juste le fait de mettre les gens sous hypnose, avec une technique très simple sur un souvenir agréable, ça permet déjà de diminuer de 50% l'intensité de la douleur, le ressenti de la douleur. Et le vécu émotionnel de la douleur, surtout. Donc ça, c'est une des études les plus importantes qui a permis de démontrer que l'hypnose, ça avait une vraie efficacité sur la douleur, sur le contrôle de la douleur. Et c'est des études qui ont permis de vraiment mettre en avant l'efficacité de l'hypnose en anesthésie sur la douleur. En parallèle de ça, ils ont fait des scanners cérébraux, des IRM cérébrales, pour savoir ce qui se passait dans le cerveau des 3 groupes de patients. Ils se sont rendus compte que dans le groupe sous hypnose, il y avait notamment cette partie-là du cerveau qui avait tendance à beaucoup s'activer. C'est ce qu'on appelle le cortex cingulaire antérieur. Plus la douleur était intense, plus elle avait tendance à s'activer. Et en fait, l'idée, c'est que l'hypnose va amener une activation plus importante de cette partie du cerveau. Et le cortex cingulaire antérieur, c'est une zone qui est connue pour moduler la douleur. Voilà. Quand vous avez les informations douloureuses qui arrivent dans le cerveau, le cortex cingulaire, plus il va s'activer, et plus votre douleur, elle va être moins ressentie. Elle va être ressentie de manière plus faible. Donc l'hypnose, ça permet de moduler la sensation de douleur au niveau cérébral. Donc il y a plein d'études depuis les années 90 qui ont démontré ça, à tel point que depuis 2011, la Société française d'anesthésie et réanimation, qui est un peu l'instance scientifique pour les anesthésistes français, pour elle, depuis, elle a admis que l'hypnose, c'était vraiment quelque chose qui était validé, parce qu'il y avait plein de publications scientifiques de qualité qui avaient démontré l'efficacité de l'hypnose dans le cadre de l'anesthésie, mais aussi dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique et de l'anxiété périopératoire. Et puis ça a été aussi revalidé par une étude qui a été faite par l'INSERM, donc l'Institut de recherche scientifique de la recherche médicale, qui a vraiment fait un état des lieux sur toute l'hypnose, sur toutes les études qui ont été faites en hypnose, quel que soit le sujet, la douleur, la dépression, etc. Il y a des choses qui ne sont pas clairement démontrées sur l'efficacité de l'hypnose, mais en tout cas, ce qui est clairement démontré, c'est que l'hypnose, c'est vraiment une technique très efficace pour prendre en charge la douleur, notamment la douleur aiguë. Donc l'hypnose, c'est vraiment maintenant quelque chose qui est démontré de manière très très solide sur le plan scientifique pour la prise en charge de la douleur, notamment en anesthésie. Donc là, on va voir maintenant quelles sont les différentes applications ou les différentes choses qui peuvent être faites sous hypnose, en tout cas l'utilisation de l'hypnose pour prendre en charge la douleur, que ce soit la douleur aiguë ou la douleur chronique. Déjà, la douleur, qu'est-ce que c'est? La définition qu'on retrouve
sur la douleur, la définition classique, c'est que la douleur, ça va être une expérience sensorielle, donc qui va passer par un ressenti, et émotionnelle. Donc il y a le ressenti, et après il y a l'émotion que ça va vous faire. Voilà. Et qui est désagréable. Associé à une lésion tissulaire réelle, c'est-à-dire vous avez une vraie blessure, ou une vraie agression physique, ou potentielle. Par exemple, si je vous écrase très fort le bras, vous n'allez pas avoir de lésion, mais il y a votre corps qui vous avertit que si ça continue, il y a une vraie lésion qui va apparaître. Ou une lésion qui va être décrite en ces termes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des douleurs, un ressenti douloureux sur le plan sensitif et sur le plan émotionnel, sans qu'on arrive à mettre en évidence une lésion réelle. Voilà. Mais c'est pas grave. Du moment que la personne elle interprète ça comme une douleur, c'est que la douleur elle existe et que la douleur elle est réelle et qu'il va falloir la traiter comme telle. Dans la douleur, il va y avoir 4 choses qui vont faire en sorte que votre douleur va être plus ou moins intense, elle va être plus ou moins ressentie de manière plus ou moins intense. Et c'est 4 éléments sur lesquels l'hypnose va pouvoir agir. Donc il y a tout d'abord ce qu'on appelle le sensitodiscriminatif, c'est-à-dire la sensation. Votre corps il va être capable de déterminer à quel endroit vous avez mal, quelle est l'intensité de la douleur, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait très très mal, est-ce que ça brûle, est-ce que ça chauffe, est-ce que ça vibre, et combien de temps ça dure. Après, quand ça va arriver à votre cerveau, vous allez l'interpréter, il va y avoir une première interprétation qui est une interprétation émotionnelle. Ça va être quelle émotion cette douleur va vous provoquer à l'intérieur de votre cerveau. Plus vous allez être anxieux, plus la sensation va être intense. Plus vous allez ressentir la douleur comme intense, comme désagréable. Après, une fois que vous avez ressenti ça, ça va monter au niveau du cortex cérébral et ça va votre cerveau, vous allez donner un sens à votre douleur. Qu'est-ce que c'est que cette douleur? D'où ça vient? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Est-ce que c'est dangereux pour moi? Est-ce que c'est une douleur, mais finalement, j'y fais pas très attention parce que je sais qu'elle va passer. Et puis après, il y a un autre paramètre qui va faire en sorte que la douleur va être plus ou moins forte, ça va être votre comportement. Ça va dépendre de votre culture, de votre personnalité. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la douleur. Il y a des gens qui, en fonction de leur famille, de leur apprentissage, vont être plus ou moins sensibles à la douleur et vont avoir un comportement où vont réagir de manière plus ou moins variée et différente dans leur manifestation extérieure par rapport à leur douleur ou dans leur réaction par rapport à cette douleur. Donc comment l'hypnose peut agir sur la douleur? On va séparer 2 types de douleurs pour expliquer un petit peu ce qui est possible de faire. Il y a ce qu'on appelle la douleur aiguë. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Puis après, il y a aussi est-ce que l'hypnose peut avoir un intérêt dans la douleur chronique? Avant d'aller un petit peu plus loin, on va déjà vous montrer un premier petit film qui a été fait par Apicil pour déjà illustrer ce qui est possible de faire ou comment il est possible d'utiliser l'hypnose ou la communication hypnotique pour la prise en charge de soins douloureux, notamment dans le cadre de la pédiatrie. Ça permettra de se rendre compte déjà de ce qui est possible de faire et d'avoir une petite illustration de tout ça. Tu écoutes uniquement le son de ma voix et on laisse complètement la salle ici et on part tous les 4. Il fait super beau, il fait super chaud. Tu sens le soleil sur ta peau? Est-ce que tu sens le soleil sur ta peau? Non? Alors on va se rapprocher un petit peu et on va essayer de trouver et on est bien. Antoine est venu à l'hôpital pour une petite intervention chirurgicale. Sa famille a accepté qu'elle soit réalisée sous hypnoanalgésie, une technique douce et non médicamenteuse de prise en charge de la douleur. Malgré les peurs et les réticences du petit garçon, le résultat est spectaculaire. Ouvrir ce couvercle? Oui. Oui, super. Luc, je te laisse revenir. Tout va bien? Est-ce que tu reviens dans la salle de l'hôpital? Oui. Super, Antoine. Comment ça a été, Antoine? Bien. Non. Ça a bien été? On n'était pas convaincu au départ. Non, c'est sûr. Hein? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as fait pendant le pique-nique? Tu nous dis un peu, tu nous racontes un petit peu? On a mangé des fraises, Des fraises, ouais. des tartines. Des tartines de fromage, je crois. Enfin, je trouve que là, ça part vite, quoi. Ah, Enfin, c'est magique. ah oui, c'est voilà, une intervention qui peut durer une journée. Enfin, Ben, disons oui, par rapport à là, dans un quart d'heure, ben voilà, vous rentrez.
Et c'est un soin qui se passe dans de très bonnes conditions. Ah oui, Voilà, ça évite voilà, il a rien l'anesthésie générale, il n'a rien senti. On part vraiment dans l'imaginaire de l'enfant. Et c'est vrai que ça fait un soin qui est complètement différent, où on est tous un petit peu dans une bulle. Même les personnes autour de nous, on a un soin qui est vraiment détendu, qui est relaxé. Nous, on se détache vraiment pour être focalisé sur l'enfant pendant le soin. Donc on est arrivé à 1h15, juste en bas. On repart, c'est 2 heures. Voilà, ça a duré même pas 20 minutes, une demi-heure. Alors que ça m'aurait pris un peu une journée entre le temps d'aller voir l'anesthésiste avant. Plus les consultations avant, bilan pré-op, anesthésie. Éviter d'avoir recours à une anesthésie générale pour certaines interventions ou examens, gagner du temps et surtout permettre aux enfants de mieux vivre une situation anxiogène, ce sont les nombreux bénéfices de l'hypnoanalgésie. Cette technique est utilisée depuis 2008 à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône grâce à l'impulsion du docteur Langevin. Après avoir rencontré la Fondation Apicil, j'ai pu, grâce à leur soutien logistique et aussi financier, proposer une formation pour une grande partie du personnel du service de pédiatrie. Ce sont des formations qui sont quand même très coûteuses. Et du coup, ça demande quand même un investissement financier qui est important. Et on sait aujourd'hui toute la difficulté pour les hôpitaux, notamment publics, pour maintenir un budget de façon efficace. Et c'est pas forcément perçu par l'administration comme une priorité. Oh, ouais, on a toutes les couleurs. Hein. Qu'est-ce qu'elles disent les copines quand elles disent quand c'est des très grands qui sont vraiment angoissés, ce que j'appelle de l'angoisse, c'est plus de la relaxation. C'est-à-dire qu'on les emmène soit sur un tapis volant où ils se sentent hyper détendus, on parle très doucement, on emploie des mots très très doux. Ça sent bon. Est-ce que tu sens l'odeur du chocolat? On travaille dans une ambiance qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme. Si l'enfant est détendu et calme et apaisé, nous on arrive à faire notre soin beaucoup plus facilement. La douleur chez l'enfant a été longtemps méconnue et niée. Et ça, donc, les choses ont heureusement changé, mais il reste encore beaucoup de travail. L'hypnoanalgésie a changé la vie du service de pédiatrie. Un succès qui suscite notamment l'intérêt des sages-femmes de la maternité. Léa est venue au monde et puis du coup, au moment que la sage-femme a dû me recoudre, c'est là qu'on a eu l'hypnose. J'avais le masque sur le nez et la bouche et puis elle me racontait une histoire en fait, où elle m'a fait partir dans un endroit agréable, sur les îles entre autres. On sent qu'elle nous touche, mais sans ressentir la douleur. Du coup, non, on part assez facilement avec la personne qui nous accompagne et du coup, c'est bien. Allez, je te laisse faire. C'est vraiment quelque chose d'assez contagieux, c'est-à-dire à partir du moment où on a pratiqué, on voit le bénéfice pour les enfants, pour leur famille et aussi pour le personnel soignant, tout le monde a envie de faire de la même façon. Et puis plus il y a de monde qui connaît, plus ça devient une philosophie, une culture et non pas une histoire d'experts. Bon, donc vous avez vu, on retrouve l'hypnose dans différents services et c'est bien utile. Alors, comme Stéphane vous a dit, on va d'abord voir la douleur aiguë. Donc la douleur aiguë, c'est quelque chose c'est une douleur qui peut être très vive, mais qui des fois est beaucoup moins vive, mais qui va pas perdurer dans le temps, qui a une fin. Donc c'est une fracture, c'est une opération, c'est un accouchement. Donc en anesthésie, on rencontre beaucoup de douleurs qui peuvent être légères. À ce moment-là, une simple anxiolyse avec un petit médicament va suffire. Donc juste bien relaxer le patient. Des fois, la douleur est un peu plus importante et puis on va le mettre entre deux os, faire ce qu'on appelle une sédation. Et parfois, la douleur est très très importante et va nécessiter une anesthésie générale, soit parce que le traumatisme est très important ou bien pour la chirurgie. Et bien l'hypnose, c'est pareil. On va pouvoir, tout est question de dosage. En fait, déjà, la première chose qu'on peut faire, et avec tous les patients, c'est utiliser ce qu'on appelle la communication hypnotique ou la communication thérapeutique, c'est-à-dire la bonne communication. Parce que, suivant la façon dont on présente les choses, c'est pas pareil. Parce que votre patient, il a de fortes chances de rentrer en conscience spontanée absorbée, en transe spontanée, parce qu'il y a de nombreux facteurs favorisants qui vont le favoriser.
Les grandes sources de stress, d'angoisse, souvent, ça fait qu'on a du mal à réfléchir derrière. Quand on s'ennuie, hein, typiquement au volant de sa voiture, dans les bouchons, on part dans ses pensées. Quand l'esprit est saturé d'informations, comme le petit garçon tout à l'heure en classe pendant les maths, la prof lui a donné trop de détails, et puis son esprit a été saturé, et pof, il part dans ses pensées. Et puis il y a aussi la confusion. Donc quand des informations ne sont pas claires, mais ça peut aussi être induit par nos médicaments, la confusion. Donc le patient, il a toutes les chances de rentrer en conscience absorbée, spontanée, et puis il ne va pas penser à ses vacances, il ne va pas penser aux courses qu'il doit faire en sortant de l'hôpital, mais il va se projeter le plus souvent sur le pire, sur la douleur, sur les complications. C'est ce qu'on appelle la transe d'alerte. Et comme pour l'hypnose, quand on est dans cet état-là, on est suggestible. Et il y a également une perte de l'analyse critique. Donc on va plus analyser correctement les choses. Et de ce fait, l'esprit ne va plus percevoir les négations. Et une des premières choses qu'on apprend dans la communication thérapeutique, c'est que si à ce patient, on lui dit « ça ne fait pas mal », il ne va pas faire le travail de transformer en disant « c'est indolore », comme il le fera en conscience critique, mais il va juste percevoir le mot majeur, « mal », et du coup, il va entendre « ça fait mal ». Donc, voilà, une des premières règles, c'est d'éviter les négations. Je vous l'ai dit, le patient est aussi suggestible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers les mots qu'on lui donne, lui proposer des choses, qu'elles soient bonnes ou pas. Et par exemple, si on lui parle de mots qui vont vers l'inconfort, l'inquiétude, comme parler de piqûres, de brûlures, de douleurs, de stress, de froid, eh ben, on va les provoquer. Inversement, si on utilise dans notre langage des mots qui vont plutôt vers le bien-être, le confort, la sécurité, le patient, il va se sentir mieux, plus en sécurité. Donc des mots comme calme, confort, sécurité. Tout ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte que rien que l'évocation du mot douleur active au niveau cérébral les zones de la douleur, un peu comme un starter, et quand la stimulation douloureuse arrive derrière, eh ben, on a d'autant plus mal. Ça a été montré par de nombreuses études, et puis par exemple celle-là qui a été réalisée chez des mamans à qui on posait des péridurales au moment où on fait l'anesthésie locale. On dit à un groupe, vous allez ressentir comme une grosse piqûre d'abeille, c'est la partie la plus désagréable du geste. Et puis ils ont pris un autre groupe à qui ils disaient, nous allons faire une anesthésie locale qui va endormir la région, ainsi vous serez plus confortable pour la suite de la procédure. Et puis ils ont étudié la douleur des patients, donc avec l'échelle visuelle de la douleur, et ils se sont rendus compte que dans le groupe où on a une communication nocebo, eh ben on avait une douleur à 5 sur 10. Alors que dans le groupe où on a une bonne communication, on a une douleur à 3 sur 10. Ce qui veut dire donc que rien qu'en changeant les mots, on gagne 2 points de douleur. C'est l'équivalent de 1 gramme de paracétamol qui a cette efficacité. Donc simplement en choisissant les mots. C'est pour ça qu'il est très important que le personnel médical soit formé à la communication. Et je crois qu'Apicil finance de nombreuses formations. Alors, c'est pas juste pas dire de négation et utiliser des mots positifs. Hein, il y a beaucoup de choses. Ça nécessite 2-3 jours de formation. D'autant plus que la communication ne concerne pas que les mots, mais également la façon dont on les prononce, ce qu'on appelle le paraverbal, et puis également tous les gestes que l'on fait, le non-verbal. Donc tout ça, ça s'apprend parce qu'il y a une bonne position à avoir, il y a des gestes à faire, d'autres à ne pas faire, il y a des voix à avoir, et puis des voix à pas avoir. Et de ce fait, on apprend tout ça pendant 2-3 jours, et ça permet d'améliorer le confort aux patients. Après, à un stade un peu plus poussé, on peut se former effectivement à l'hypnose, qui va permettre, en fonction du besoin, du degré de douleur, de faire soit de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire parler le patient en le focalisant sur quelque chose d'agréable, comme un souvenir, ou bien faire une vraie transe hypnotique avec de la dissociation. Et là aussi, donc, tout est question de dosage. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans tous les domaines. De plus en plus de dentistes se forment à l'hypnose parce que, d'une part, ils sont promoteurs de douleurs aiguës, mais également, ils ont beaucoup de patients qui sont extrêmement phobiques du dentiste. Donc, c'est très utile d'être formé à l'hypnose pour traiter à la fois la douleur et le côté phobique. C'est de plus en plus utilisé aux urgences, au SAMU, parce que là, on a affaire à des douleurs aiguës extrêmement violentes et importantes. Surtout le SAMU, quand ils arrivent sur le lieu d'un accident, il n'y a pas toujours tous les médicaments, il faut poser la voie veineuse, enfin, tout n'est pas immédiatement disponible, alors que notre parole, on l'a tout de suite. Et puis, on arrive du coup très facilement à déjà calmer les gens et les soulager un petit peu.
Donc on l'utilise en chirurgie, vous l'avez compris. On va y revenir. À la maternité, comme on a vu dans le film. Donc ça peut être soit pour préparer l'accouchement, apprendre à la future maman à se mettre en auto-hypnose pour arriver à gérer le jour J les contractions. Ça peut être pendant la pause de la péridurale, ou bien ça peut être même tout un accompagnement pendant toute la durée de l'accouchement. Et puis après, c'est utilisé vraiment par tous les professionnels de santé, les infirmières pour les soins, les pauses de perfusion, par les kinés, parce que les mobilisations elles sont souvent douloureuses. Et à ce moment-là, il peut être intéressant de faire, par exemple, une analgésie du genou, si on veut mobiliser avant de le réaliser. Alors, un deuxième petit film qui a été fait tout près d'ici, à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, qui confirme tout ce que je viens de vous dire. Des images de jardins, de fleurs, peut-être dans un parc, peut-être à la campagne. Des mots doux, un ton rassurant, une invitation au voyage pour oublier la douleur. Patricia Menkoff a recours à l'hypnose, ou plus exactement à l'hypnoanalgésie, pour soulager cette patiente. Après une chute, elle souffre de fractures aux hanches et va devoir passer des radios. Une manipulation délicate et douloureuse. L'hypnose va l'aider. On va dissocier le patient de façon à ce que son esprit ne soit plus en corrélation avec sa douleur. A été la plus agréable. De retour de l'imagerie, la réaction de la patiente est surprenante. Ça s'est bien passé, la radio? Bien. Bien? Vous avez... En bas de la radio, j'ai rien senti. Vous avez rien senti? Vous avez... L'hypnose n'est pas un état de sommeil, mais un état de conscience modifié. Respiration est plus lente. Cette technique est arrivée au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc par la porte des urgences en 2014. Le docteur Brodsky est convaincu des bienfaits que l'hypnoanalgésie apporterait à son service. Il présente un projet à la fondation Apicine pour aider au financement de la formation. 60 personnes en bénéficieront, des médecins, des infirmières et des aides-soignantes. Ça nous a apporté beaucoup de calme dans notre façon de parler aux patients. On est plus détendu, on parle plus doucement, on est moins dans le stress et dans l'agitation. Et ça se ressent vraiment au niveau de l'atmosphère des urgences. Depuis, l'hypnose s'est propagée à d'autres services, comme en réanimation. L'idée, c'est de pouvoir proposer un panel de solutions non médicamenteuses à des patients. Ici, dissoignant la pratique, l'hypnose est devenue un état d'esprit. C'est aussi un outil supplémentaire pour soulager la douleur et l'angoisse, un outil utilisé jusqu'en chirurgie cardiaque. On a d'excellents résultats. Donc on a mené une petite étude chez nous. Grâce à nos scopes, puisque les patients sont tous scopés, on voit la fréquence respiratoire qui s'abaisse tout doucement. Des patients qui ferment les yeux, des patients qui se détendent. Et ça, on a des résultats au bout de 5-10 minutes. Et qui sont durables. Quelle que soit sa spécialité, l'ensemble du personnel soignant peut se former à l'hypnose. Une véritable valeur ajoutée. Pour valoriser le travail, il n'y a pas d'autre solution que d'assurer la meilleure qualité de vie au travail possible ou d'essayer d'apporter aux gens des techniques qui les valorisent, qui vont faire en sorte qu'ils vont se sentir respectés dans leur travail. Il va y avoir de la motivation en plus et c'est tout le monde qui en sera bénéficiaire. Dans le service des brûlés, les pansements sont des actes particulièrement douloureux. Greffée après une brûlure au bras, cette patiente n'a reçu aujourd'hui aucun antalgique. Seule l'hypnose va lui permettre d'avoir l'esprit ailleurs. Un sentiment de détente, confortablement installé. D'un simple regard, l'équipe communique en permanence. La parole de l'aide-soignant et les gestes de l'infirmière se synchronisent. Le malade est au centre du soin, il joue un rôle actif, il coopère. Un animal que les mains peuvent caresser. Lui caresser la tête, tranquillement. Une jambe va se lever avec légèreté.
Voilà, très bien, c'est très très bien. Très agréable de pouvoir caresser un pelage tellement doux sous les doigts. Elle était avec son chat, donc elle était dans un état de dissociation hypnotique, donc qui lui permettait d'être vraiment avec son chat et pas du tout avec nous, même si au fond d'elle-même, elle sait très bien qu'elle est là. Je sens quand on remet le pansement, mais c'est pas douloureux, c'est quelque chose de léger. Moins de douleur et de stress, moins de médicaments ou même d'anesthésie dans certains cas et une meilleure récupération. Si les bienfaits de l'hypnoanalgésie sont démontrés depuis longtemps, elle séduit aujourd'hui un public de plus en plus nombreux. Et puis, l'hypnose en termes de douleur aiguë est également très très utilisée de plus en plus en anesthésie. C'est ce qu'on appelle l'hypnosédation, donc qui permet de remplacer l'anesthésie générale par de l'hypnose, plus ou moins une anesthésie locale ou bien de faibles doses de produits anxiolytiques ou analgésiques. Donc ça nécessite une formation et quand on décide d'opérer quelqu'un sous hypnose plus anesthésie locale ou même sous hypnose seule, on prend toujours les conditions de sécurité d'une anesthésie générale afin de pouvoir éventuellement basculer sur une anesthésie générale si le patient était inconfortable. Donc il vient à jeun, il a le même bilan. Toute la chirurgie se fait de façon strictement identique. Et donc on peut faire par exemple des examens comme les coloscopies, les gastroscopies, où il n'y a que l'hypnose qui est utilisée. Et puis différents types de chirurgie où souvent est associée une anesthésie locale, très, très souvent faite par le chirurgien, comme les carotides, les thyroïdes, les varices. Il y a beaucoup de chirurgie gynécologique qui est faite par voie basse, et également la chirurgie du cancer du sein. On va vous montrer un court extrait d'une chirurgie de cancer du sein faite par Stéphane, qui accompagne une patiente qui revit son voyage en Inde. D'ailleurs, elle est arrivée avec son album photo. Voilà, donc ça c'est une intervention qui, de manière standard, se fait sous anesthésie générale, pendant 1 heure et 1 heure et quart. C'est souvent comme ça, sous hypnose, une distorsion entre le temps. Souvent les gens ont l'impression que ça dure moins longtemps que... Donc c'est un désavantage de faire de l'hypnose aussi, c'est que le temps passe beaucoup plus vite pour ce type d'intervention. Là maintenant, on va un petit peu parler de douleur chronique, même si c'est une partie qui est un peu moins simple, on va dire, un peu plus technique, un peu plus ardue, mais c'est quand même bien d'avoir quelques notions, de savoir ce qui est possible de faire. Est-ce que l'hypnose a un intérêt dans la douleur chronique ou pas? La douleur chronique, en gros, c'est une douleur qui, au lieu d'être un signal, un message comme la douleur aiguë, un message d'alerte, le message, il ne va pas disparaître, il va persister. En général, la définition, c'est que souvent, ça persiste au-delà de 3 mois. À partir de 3 mois, on va parler de douleur chronique. Voilà. Donc la douleur n'a plus aucun intérêt pour le patient, sauf qu'elle dure. Et ça a amené une détérioration significative et progressive, de plus en plus intense, de la qualité de vie du patient, en termes de travail, en termes de vie de famille, en termes d'activité, etc. Donc la douleur elle va avoir un impact sur... fonctionnel et relationnel sur les capacités du patient. Alors, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire pour prévenir la douleur chronique. Ça va être de traiter de manière déjà plus importante la douleur aiguë, soit par des médicaments qui vont prévenir la douleur chronique. Plus la douleur va être aiguë, plus vous avez des chances d'avoir une douleur chronique derrière, notamment après une intervention. Il y a certains médicaments qui permettent de limiter ça. Mais il y a aussi l'hypnose et la communication thérapeutique qui vont permettre de limiter ça. Comme on l'a dit, avec la communication thérapeutique, les gens ils vont être moins anxieux, moins douloureux. Et donc tout ça, ça va permettre de moins favoriser la douleur chronique. Donc bien traiter la douleur aiguë par l'hypnose, par la communication, ça va permettre de bien empêcher l'arrivée de la douleur chronique en post-opératoire, notamment. Ou après un traumatisme, après une fracture, etc. Bon, la prise en charge de la douleur chronique, de manière générale, ça va se faire en réseau, avec plusieurs intervenants. Un algologue, des kinés, des psychologues, des infirmiers, etc. Le traitement il va être donc multimodal. Il y a plein de personnes ou plein d'éléments qui vont faire en sorte qu'ils vont intervenir dans la prise en charge de la douleur. L'objectif, il va être surtout être adaptatif, c'est-à-dire de remettre le patient
refaire en sorte que le patient puisse, au mieux possible, de ses capacités, reprendre une vie, se remettre en mouvement, etc. L'objectif, ça va pas être forcément, en tout cas l'objectif initial, ça va pas être forcément de traiter la douleur, ça va être de remettre le patient en mouvement dans sa vie de tous les jours. Ça va être de perturber, donc pour ça, il va falloir perturber le schéma global que la douleur a construit. Quelqu'un qui a une douleur chronique, en gros, il va être comme ça. Il a une douleur, et de manière de plus en plus intense, de plus en plus progressive. Et ben, la douleur, ça va faire... son esprit, il est focalisé sur sa douleur. Les personnes, en fait, qui ont une douleur chronique, en fait, ils sont dans un état de transe, dans un état d'hypnose en permanence. Ils sont focalisés sur leur douleur. Quand c'est que je vais avoir mal, est-ce que je vais pouvoir me lever, est-ce que je vais pouvoir aller au travail? Il n'y a que cette idée qui occupe leur esprit. Ça va avoir des conséquences sur leur vie, dépression, troubles du sommeil, angoisse. C'est des gens aussi qui vont être tout le temps en échec, très souvent en échec. Soit en échec des traitements, très souvent c'est des gens, en tout cas pour certains patients qui portent une douleur chronique, on va avoir une espèce d'escalade comme ça des traitements parce que les traitements ne sont pas toujours très efficaces. Donc il y a un échec là-dessus, puis souvent il y a un échec sur le diagnostic. Il y a pas mal de gens qui ont une douleur chronique, qu'on voit et qui nous disent on m'a dit que j'avais rien, ou on ne sait pas expliquer ce que j'ai, c'est pas clair, il y en a qui pensent que c'est de ma faute, que c'est dans ma tête, etc. Donc il y a ce sentiment d'échec qui est très important, souvent. Et puis un impact relationnel familial. Donc tout ça, ça va entretenir la douleur, qui va entretenir tout ce système. Et les gens, ils sont de plus en plus focalisés sur leur douleur, enfermés dans leur douleur. Et leur système de fonctionnement, il va avoir tendance à être focalisé totalement sur la douleur. Et ça va amener un fonctionnement très rigide, très immobile, très sclérosé. La douleur, elle va amener une sclérose du fonctionnement du patient, qui est en transe négative. Ça, c'est le fonctionnement théorique de comment marche la conscience, les relations entre la conscience et l'inconscient, qui ont été un petit peu, c'est les hypothèses de Milton Erickson, et puis après de tout ce qui a découlé après de l'hypnose ericksonienne. Comme vous l'a dit Jérôme, l'inconscient, la théorie, c'est que l'inconscient, c'est une base de données où sont toutes les ressources que vous avez accumulées autour de votre vie. Tous les apprentissages que vous avez faits, toutes les expériences que vous avez faites, que vous avez réussi à apprendre, à gérer, etc. Tout ça, c'est stocké dans une bibliothèque intérieure qui est dans l'inconscient. Et donc, il y a une communication entre les deux, et quand il y a un problème, spontanément, il va avoir tendance à se résoudre grâce à tout ce qui est stocké dans votre inconscient. Parfois, par contre, il y a un problème qui va survenir. Ça peut être une douleur, ça peut être un problème de votre vie, un décès, un deuil, quoi que ce soit. Vous êtes tellement focalisé là-dessus que vous n'arrivez plus à accéder à toutes les ressources qui sont dans votre inconscient. Donc le travail de l'hypnose, c'est de rétablir ce circuit-là, de rétablir la connexion avec l'inconscient, d'arriver à se détacher de ce problème pour arriver à mieux communiquer avec ses ressources, etc. Donc si les patients qui ont une douleur chronique, on reste focalisé sur le traitement de la douleur, sur est-ce que vous avez une douleur intense, pas intense, comment ça va aujourd'hui, qu'on fait que de se focaliser là-dessus, c'est le patient qui va nous hypnotiser avec sa douleur, on reste hypnotisé par la douleur, et on ne va pas arriver à la traiter. Donc en gros, il faut arriver à contourner ça et se focaliser plutôt sur les conséquences de la douleur, en termes de travail, de sommeil, de sport, de sexualité, de famille, etc. Tout ça, ça va nous donner des problèmes qui vont nous donner un objectif. On va souvent définir un seul objectif à traiter, un petit objectif, quelque chose qu'on est quasiment sûr que le patient va arriver à réussir pour progressivement le remettre en mouvement, progressivement faire en sorte que les patients sortent de la spirale de l'échec, sortent de la spirale où ils sont uniquement focalisés sur leur douleur. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'utilisation de l'hypnose dans le cadre des thérapies brèves. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais le principe, c'est donc d'avoir un objectif très petit, très limité. On va se dire, voilà, au bout de 5 séances, l'idée, c'est que vous arriviez à marcher 15 minutes, 2 fois par semaine, pour aller promener votre chien dans le parc. Voilà, ça va être l'objectif minuscule. Mais rien que de fait de focaliser sur l'objectif, on va commencer à se détacher de la focalisation sur la douleur, et après, on va pouvoir utiliser des techniques d'hypnose qui vont remettre le patient en mouvement pour atteindre cet objectif. Et à travers ça, se remettre en mouvement. Donc là, il va être important d'explorer le système du patient. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans l'utilisation de l'hypnose, des thérapies brèves dans la douleur chronique, il y a quelque chose qui est important, c'est de ne pas uniquement se focaliser que sur le patient, de prendre en conscience
sa famille, ses parents, ses enfants, etc. Parce que chacun d'entre nous, on évolue au sein d'un système. Souvent, la douleur, ça va bloquer le système, ou ça va être un message d'un élément ou d'un problème qui vient du système. C'est vraiment pas rare en consultation d'avoir des patients qui ont une douleur qui est apparue en 2008, soit quand il y a eu un décès dans la famille, une douleur aiguë qui est restée bloquée, ou soit quand il y a un passage d'un cycle de vie qui ne s'est pas fait. Quelqu'un qui n'est pas passé, qui a du mal à passer de l'adolescence à l'âge adulte, ou de l'activité à la retraite, etc. Donc le message douloureux, il reste bloqué, comme si il vous disait, ben là, je t'envoie une information pour te dire que tu as un problème à gérer. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, plus systémique. Et puis on va se focaliser aussi sur l'exploration des ressources, tout ce que le patient réussit, tout ce qui est important pour lui, pour le remettre en mouvement, etc. Tout ça pour vous dire que traiter la douleur chronique avec de l'hypnose, ça demande plus d'expérience, plus de formation, plus d'apprentissage que de traiter la douleur aiguë avec l'hypnose. Les techniques qu'on va pouvoir utiliser en douleur chronique, il y a des techniques qu'on utilise en douleur aiguë. Partir dans un lieu agréable, partir dans un endroit où on se sent en sécurité. Endormir une partie de son corps pour limiter la douleur. Des techniques de protection. Ça, c'est des techniques qui vont être plutôt efficaces quand il y a une douleur avérée sur le plan anatomique. Une douleur neuropathique, des choses comme ça. Mais au final, ces techniques ne vont pas être très, très efficaces dans la prise en charge de la douleur chronique. Et les techniques qui vont être le plus efficaces, c'est des techniques de mise en mouvement, des techniques qui vont plus travailler sur le corps, sur le ressenti, comment se manifestent les émotions dans le corps, ou comment tout ça se manifeste à l'intérieur de notre corps. Techniques de réification, de lévitation, ça c'est une lévitation par exemple. C'est plein de techniques qui mettent la personne en mouvement à l'intérieur d'elle-même, mais aussi sur le plan physique, sensoriel, émotionnel, etc. Une autre chose qui va être très très important à mettre en place ou à apprendre aux patients pour la prise en charge de leur douleur chronique, ça va être de leur apprendre l'auto-hypnose. Voilà. Notamment ces techniques-là, les apprendre en auto-hypnose. L'auto-hypnose, on peut l'apprendre au bout de la 2e ou 3e séance de prise en charge, et ça va être quelque chose que les gens vont devoir travailler chez eux. C'est quelque chose qui est aussi très important quand on prend en charge quelqu'un en hypnose. Ce n'est pas nous qui allons travailler à la place de la personne pour résoudre leurs problèmes. Ça va être un travail en équipe. Ça va être l'hypnothérapeute avec le patient qui vont travailler en équipe, mais le patient va devoir travailler. C'est pas rare que les gens ils partent chez eux avec des tâches, avec des choses à faire à la maison pour la prochaine séance. Et l'auto-hypnose fait partie des choses qu'ils vont pouvoir faire chez eux, apprendre à faire chez eux pour s'apporter du confort, etc. Donc ça peut s'apprendre soit en individuel, ça peut aussi s'apprendre en groupe. On peut faire des groupes d'apprentissage de l'auto-hypnose à 5-6 personnes sur 5 à 6 séances. Dans le cadre de la douleur chronique, dans le cadre du cancer, dans le cadre de la sclérose en plaques, etc. Et ça nécessite, comme je vous l'ai dit, un entraînement, une mise en action du patient, ça nécessite du travail de la part du patient. Voilà. Donc le patient il a besoin de s'entraîner tous les jours ou plusieurs fois par semaine à utiliser l'auto-hypnose. C'est comme le vélo, plus il va en faire, plus ça va être efficace, plus il va pouvoir facilement partir et se mettre en état d'auto-hypnose. Là, je vais vous montrer, c'est une petite vidéo c'est un retour c'est plusieurs patients à qui on a appris à faire de l'auto-hypnose. Là, c'était dans le cadre de la cancérologie. Donc, c'est des gens qui ont des douleurs, qui ont des troubles du sommeil, qui ont de l'anxiété, ou qui sont confrontés à des soins douloureux, des chimiothérapies, etc. Et c'est leur retour après 5-6 séances d'apprentissage de l'auto-hypnose. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour la présentation. C'était assez rapide. Merci. Puisqu'on voulait laisser un petit peu de temps, pas mal de temps, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires. S'il y a des gens qui ont des questions, voilà, tout simplement, sur l'hypnose, la douleur aiguë, etc. Ma question, c'est la douleur en tant qu'alarme. Pour parler de mon cas, excusez-moi, j'ai de l'artérite aux jambes. Quand je marche, au bout d'un moment, j'ai mal. Est-ce que
cette douleur est, comment dire, nécessaire. On m'a expliqué que si ma douleur était complètement endormie et que je continue à marcher, mes muscles qui ne sont plus alimentés, enfin qui ne sont plus oxygénés, finiraient par se détruire. Alors, est-ce que dans ce cas-là, l'hypnose peut m'aider ou pas, ou est-ce que ça serait à la limite, je dis bien à la limite, dangereux? Oui, vous avez raison, la douleur, elle est là au début pour être un signal d'alarme, pour nous sauver, nous mettre en sécurité. Et avant de traiter une douleur, il s'agit de voir quel est son intérêt, quelle est son utilité. L'hypnose a un intérêt une fois qu'on connaît cette utilité et que du coup elle a plus lieu, enfin on peut traiter. Dans votre cas en particulier, effectivement, ce serait une erreur de vous anesthésier complètement les jambes et que vous laissez faire des longues marches parce que derrière vous ferez des dégâts. Donc quand on traite une douleur avec de l'hypnose, on s'assure toujours que tout le bilan a été fait, que tout ce qui est nécessaire en termes de médecine, de traitement, d'examens complémentaires ont été réalisés avant de l'enlever. Parce qu'il ne s'agit pas d'enlever une douleur sans savoir ce que c'est, à cause de cette fonction justement qu'elle a, la douleur d'alerte. Oui, j'ai une question à vous poser. Dans le cas de dépression chronique, est-ce que l'hypnose peut soulager? Dans le cadre de la dépression, l'hypnose, ça peut être un outil supplémentaire efficace pour soulager. Ouais. Ça peut, on ne va pas rentrer dans les choses très compliquées, mais l'hypnose, ça fait partie des thérapies brèves, ça fait partie des thérapies qui peuvent être utilisées pour apporter un plus dans la dépression. Après, c'est vraiment au cas par cas, donc je ne peux pas répondre de manière très très détaillée à votre question, mais ouais, c'est très efficace, ouais, l'hypnose, sur la douleur. Mais effectivement, comme l'a dit Jérôme, il faut que ce soit fait par une personne qui soit dans le cadre de son travail. Voilà. Si vous venez me voir pour une dépression chronique, moi je ne vais pas pouvoir m'occuper de vous parce que je suis anesthésiste. Il faut qu'à côté, soit vous soyez au moins suivi par un psychologue, un psychiatre, mais après, à côté de ça, en parallèle de ça, l'hypnose va pouvoir être utile, ouais, pour remettre les gens en mouvement. La dépression chronique, ça va être un peu comme la douleur chronique, en fait. Vous êtes, c'est le système qui se bloque, qui se rigidifie, et l'idée, ça va être d'utiliser l'hypnose pour progressivement remettre la personne en mouvement, ouais, à travers l'accès aux ressources, à travers d'autres techniques, quoi. Oui, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette conférence et vous poser une question. Est-ce que dans le cas d'une douleur chronique, l'hypnose peut permettre de soigner les causes de la douleur? Alors, tout dépend de la cause de la douleur chronique. Si la cause de la douleur chronique, une lombalgie par exemple, c'est une hernie discale, en aucun cas, l'hypnose va pouvoir régler cette hernie discale. Elle va pouvoir soulager, diminuer la douleur. Après, il y a quelques cas de douleur chronique, effectivement, où on ne retrouve pas de substrat anatomique, de lésion telle qu'elle. Et à ce moment-là, l'hypnose, elle a des fois démontré entre guillemets, des guérisons. Mais globalement, l'hypnose est quand même plutôt là pour soulager que faire disparaître les douleurs. Est-ce que pour que l'hypnose fonctionne, il faut vraiment que le patient ait très envie, il est forcément très acteur? Quelquefois, les gens n'ont pas forcément envie d'être soignés. Est-ce que ça fonctionne de la même façon si le patient n'est pas autant acteur? Est-ce que vous pouvez réussir quand même à... S'il n'y a pas de motivation, les gens ne pourront pas, quand l'hypnose ne Voilà. sera pas efficace. Et la dernière question que j'avais aussi, c'était savoir où on pouvait apprendre effectivement l'auto-hypnose. Donc pour ce qui est de la première question, effectivement, si quelqu'un... nous, par exemple, des fois, on voit des patients qui nous sont envoyés pour arrêt du tabac par le chirurgien qui leur a dit faut aller voir l'hypnothérapeute, ce serait bien que vous arrêtiez de fumer, sinon je ne vais pas vous opérer. Les gens les voient rêver. On va tout de suite voir une différence entre ceux qui vont être motivés, ça va être beaucoup plus efficace, et ceux qui vont venir soit amenés par quelqu'un de leur famille, soit par un médecin. S'il n'y a pas une motivation, s'il n'y a pas une demande, ça va être moins efficace. Après, l'hypnothérapeute, il peut aussi... quelqu'un qui va être dépressif, il ne va pas forcément, par exemple, consulter de lui-même. Donc ça va être aussi le travail du thérapeute
par la relation qu'il va créer, par sa manière de communiquer, etc., d'amener le patient aussi à émettre une demande, de faire émerger la motivation chez le patient. Voilà. Et après, à partir de là, on va pouvoir travailler. Des fois, on peut, même si les gens ne sont pas très motivés, on peut démarrer cette motivation. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de motivation, ça va être très difficile. Ou de croyance, ouais. Et la deuxième question, l'auto-hypnose, où c'est que ça peut s'apprendre? Ça dépend si on est... ça serait pour quelqu'un qui n'est pas médecin, quoi, qui n'est pas dans le milieu médical. Je ne sais pas. Ça doit exister. Je sais que ça existe dans des endroits, dans des instituts de formation qui proposent, en Suisse par exemple, ou même en France. Je ne saurais pas vous en citer, mais qui peuvent proposer d'apprendre l'auto-hypnose aux gens. Après, il faut qu'il y ait au départ, pour l'hypnose, il faut toujours qu'il y ait un objectif au départ. Si vous voulez apprendre l'auto-hypnose juste pour apprendre l'auto-hypnose, ça ne servira à rien. Il faut que vous ayez un objectif. Ça peut être pour une maladie, ça peut être pour mieux dormir, etc. Il faut que vous ayez une motivation. Mais si vous allez voir un thérapeute, un professionnel de santé qui est formé à l'hypnose, il pourra vous apprendre l'hypnose dans le cadre de l'objectif pour lequel vous êtes venu. Voilà. Bonsoir. Concernant l'hypnose, est-ce que vous avez des expériences avec des personnes totalement non-voyantes et quel est le canal ou le moyen de véritablement progresser pour ces patients-là? Alors personnellement, j'ai pas l'expérience, et je crois Stéphane non plus, d'hypnose avec aveugle, mais par contre avec des gens malvoyants, ça arrive parfois. Je ne sais pas où vous êtes, monsieur, je suis désolé, j'ai du mal à... D'accord. Les canaux du coup qu'on va utiliser à ce moment-là, on va plutôt utiliser le canal auditif évidemment, mais également on peut utiliser le canal tactile en touchant le patient. On va beaucoup travailler avec la respiration. Une des techniques pour favoriser l'hypnose est de se caler sur la respiration du patient. Donc on va utiliser tous ces genres de choses et l'intérêt de l'hypnose justement, c'est qu'il suffit de se focaliser sur un sens. Donc, ce sens, il peut être auditif, il peut être sensitif, ça peut être une odeur. Donc, en tout cas, l'hypnose marche très très bien avec les gens malvoyants. Bonjour, moi je voudrais poser une question. Est-ce que ça arrive le cas où une personne ne peut pas rentrer dans le système hypnotique? Ça peut arriver? Ne pas rentrer dans le système hypnotique, enfin de rentrer dans l'hypnose. Ça peut arriver. Les gens sur qui ça marche pas, quoi. Oui. C'est ça? Voilà. Ouais, ça peut arriver. Soit les gens qui sont pas très motivés, soit... Même motivés, ils n'arrivent pas à rentrer. À quelqu'un qui est très motivé, mais qui n'arrive pas... ouais. Ça va vraiment dépendre... en fait, pour rentrer en hypnose, il faut accepter une certaine forme de lâcher prise. Certaines formes parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, non? Si les gens n'y arrivent pas, c'est que ça vient du thérapeute, souvent. Après, je ne dis pas que moi, ça marche avec tous les patients. Ça m'arrive des fois, ou à Jérôme aussi, d'avoir des patients avec qui on n'arrive pas à faire des gens chez qui je ne vais pas arriver à les mettre sous hypnose. Ils peuvent aller avec Jérôme, mais ça a très très bien marché. L'hypnose, c'est vraiment une relation entre deux personnes. C'est ça le problème. Donc ça dépend de la confiance. On n'est pas sûr d'arriver à ce que le client, enfin la personne, le patient, pas le client, le patient rentre bien dans le système, non? Après, en théorie, l'hypnose, tout le monde peut en faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une capacité particulière. Ah oui, donc il y a des gens chez qui ça va prendre plus de temps. Il y en a qui sont très suggestibles, ça va prendre très peu de temps. Après, on n'est pas obligé de toujours faire de l'hypnose de manière très formelle. C'est-à-dire que sur une heure de consultation, il y a peut-être avoir un quart d'heure, 20 minutes, où on va faire une technique vraiment très formelle d'hypnose, les yeux fermés, etc. Mais après, il y a plein d'hypnoses qui se passent juste à travers la communication, à travers orienter la personne sur une autre manière de voir les choses, qu'on appelle du recadrage, orienter les gens sur des exceptions à leurs problèmes. Juste par les questions qu'on va poser, l'interaction, on va focaliser la personne de manière, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, focaliser la personne sur d'autres choses. Voilà.
Et c'est quelque chose qui est aussi très très efficace pour amener des changements. Et après, une fois que la relation, la confiance va s'établir avec le patient, peut-être qu'il fera de l'hypnose à la 2e, 3e ou 4e séance. Oui, ça ne doit pas être toujours évident pour vous, ça. Non. Les gens qui sont... Ouais, c'est quand même pas très souvent. Bon, d'accord, ok. Merci. Ouais, de rien. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Par rapport au fait qu'on parle d'hypnose ericksonienne, est-ce que pour certains patients, le terme hypnose les rebute? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler plutôt d'état de conscience, enfin inconscience, que vous avez expliqué avec le problème au milieu et la rigidité, puisqu'il faut après fluidifier entre le conscient et l'inconscient? Et est-ce que ça ne peut pas rebuter des gens? Parce qu'il y a une notion de bienveillance aussi derrière, vous voyez, parce qu'il y a quand même, dans la maladie, souvent le mal a dit, DIT. Donc il y a quand même une notion de bienveillance aussi dans cette technique, ou pas? Enfin, et l'entourage aussi. L'hypnose est très bienveillante. Après, le mot hypnose faisait beaucoup peur il y a quelques années, quand on a commencé avec Stéphane. Il y a 8 ans de ça, ça faisait peur parce que c'était pas aussi connu, on n'en parlait pas dans les médias. Maintenant, de plus en plus de personnes sont quand même bien au fait de ce que c'est, et le mot fait beaucoup moins peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de changer le nom, et pour l'instant, il n'y a rien qui est pris. Actuellement, la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève propose d'appeler ça technique d'activation de la conscience. Voilà, on va voir si le terme va prendre ou pas. C'est sûr que le terme d'hypnose, souvent, on pense à Mesmer, on pense à la magie. Le terme est très mal choisi, d'autant plus que vous avez compris, c'est pas du tout du sommeil. Est-ce que vous proposez systématiquement l'hypnose à la place d'une anesthésie, et est-ce que les patients peuvent demander à être hypnotisés dans quelque établissement que ce soit? Alors pour la deuxième question, ça dépend, il faut être formé, il faut être, quand on est anesthésiste, il faut avoir une formation, ou infirmier anesthésiste, il faut avoir une formation pour être en hypnosédation, pour pouvoir... donc il y a des établissements qui ne sont pas encore formés à ça, etc. Donc tout à fait. Il faudrait que le patient doit demander lors de son rendez-vous avec son anesthésiste s'il peut bénéficier. Oui, carrément demander même au rendez-vous avec le chirurgien. Et avec le chirurgien. Et vous proposez systématiquement l'hypnose? Nous, ça va être surtout le chirurgien qui va le proposer. D'accord. Le système au début, c'était nous qui proposons, et pas qu'on a posé, mais on suggérait aux chirurgiens que peut-être ça pourrait se faire sous hypnose. Puis après, les chirurgiens se sont rendus compte que ils avaient des retours des patients positifs, que ça se passait bien, que les patients finalement étaient calmes, qu'ils arrivaient à faire le même type de chirurgie, que l'hypnose n'était pas un frein pour l'efficacité de la chirurgie ou le temps. Donc maintenant, là où on travaille en tout cas, c'est les chirurgiens qui proposent aux patients. Après, des fois, ils ont oublié d'en parler, donc nous, on va le proposer. Mais après, ça peut être pour toutes les interventions, ça va être juste pour les interventions qui se prêtent à l'hypnose, à l'hypnosédation. Ma question, c'est lorsque l'hypnose est pratiquée par des médecins qui sont formés avec la morale de la médecine, c'est très bien. Mais ces techniques existent et elles peuvent être pratiquées par des gens qui sont beaucoup moins honnêtes. Parce qu'ils disposent là d'un pouvoir considérable sur la personne qui est en face d'elle. Que pensez-vous de cela? Vas-y, Jérôme. C'est pour ça qu'on a mis cette dernière diapo ici, justement pour que si vous avez fait appel à un hypnotiseur, vous choisissiez quelqu'un qui a une formation certifiée, qui a un truc médical. Effectivement, à la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, ils se battent tous les jours auprès des ministères, de l'HAS, etc., pour réglementer cette utilisation d'hypnose, et puis que le boulanger qui a fait un week-end de formation à Annecy auprès d'un hypnothérapeute ne puisse pas, le lendemain, le lundi, s'installer comme hypnotiseur, hypnothérapeute, parce qu'il en a marre de faire du pain. Donc effectivement, il faut se méfier. Après, dans les hôpitaux, les professionnels de la santé, ils vont tous se former dans des organismes fiables. Et donc, ils sont tous, que ce soit les facultés de médecine, que ce soit des instituts indépendants, tout le monde est regroupé
toutes les formations sérieuses sont appartiennent à la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, ce qui est un gage de qualité parce qu'il y a une charte, il y a un nombre minimum d'heures de formation pour pouvoir exercer, etc. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une interruption, une erreur? Je veux dire, tenir 40 minutes en pratiquant l'hypnose sur quelqu'un, ça ne doit pas être évident. Il doit bien y avoir un moment où on peut éventuellement commettre une erreur dans les mots qu'on emploie. Peut-être il y a une interruption pendant le soin, il y a quelque chose qui vient perturber. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on retrouve, je sais pas, l'état hypnotique? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive que pendant l'opération, il y a un moment un peu plus douloureux, il y a un bruit particulier, parce qu'il y a quelque chose qui tombe, qui fait sortir le patient de sa transe. Le plus souvent, en fait, on arrive très facilement à retourner en transe quand on y était déjà. C'est comme quand vous êtes absorbé dans un film. Au début, vous avez un peu de mal à rentrer dedans. Mais dès que vous êtes dans le film, vous êtes, quand c'est au cinéma, vous ne voyez plus la tête devant qui cache un bout de l'écran, vous n'entendez plus le voisin qui mange le popcorn. Mais si là, il y a quelqu'un qui tousse très fort à côté de vous, vous allez sortir de votre transe spontanée, et puis tout de suite derrière, vous allez replonger dans le film. Et en hypnose, c'est exactement ça. Et l'hypnose, c'est toujours gagnant-gagnant. Et il y a une technique en hypnose qui est d'emmener le patient en transe, le sortir, le ramener, le sortir, le ramener, le sortir. Et à chaque fois, le patient rentre de plus profondément en transe. Donc si jamais ça arrive, on prend ça comme une chance au final. Et voilà. Après, il arrive des cas où c'est la simulation chirurgicale douloureuse qui a été vraiment trop élevée. Et derrière, la patiente ou le patient, il se dit « Ah ben non, là ça va plus ». C'est pour ça qu'on fait ça dans les conditions standards d'anesthésie générale. Et là, on a tous nos produits qui sont prêts. On demande au chirurgien d'arrêter 30 secondes le geste. On endort le patient tranquillement et on continue sous anesthésie générale. L'objectif étant avant tout que le soin se déroule dans de bonnes conditions pour le chirurgien, pour le patient, avec un résultat chirurgical identique à celui de l'anesthésie générale. Oui. Moi, deux petites questions, mais surtout déjà une pour l'auto-hypnose. Est-ce que ça peut apporter un soulagement? Est-ce que on peut s'appréhender cette technique, notamment pour des personnes qui ont des gros soucis de douleur, polyarthrite, arthrose aiguë, donc douleurs chroniques récurrentes? Et d'autre part, lorsque j'ai vu, vous avez été retenu, mais ça je savais au niveau de la fondation pour Villefranche, et on a montré Saint-Joseph, Saint-Luc. Ça, j'avais un petit peu cette connaissance-là. Par contre, il existe des centres antidouleurs sur Lyon, si je ne m'abuse pas, et notamment au niveau douleur du dos, notamment, je pensais plus particulièrement à ce genre de douleur. Et je connaissais pour Villefranche et Lyon, notamment la Croix-Rousse. Alors j'allais dire, est-ce que dans ces centres-là, ils appliquent où il y a des possibilités pour s'approprier l'auto-hypnose? Est-ce que ça a un peu un confort pour tout ce qui est douleur dos et notamment polyarthrite, arthrose aiguë? Voilà. L'auto-hypnose, ouais, ça peut être très très utile si vous êtes porteur d'une douleur chronique. Ouais. Soit pour être plus confortable, pour endormir la douleur ou pour la diminuer, mais aussi soit pour... ça dépend de votre objectif en fait. Soit pour retrouver de l'énergie, soit pour... Chaque fois que vous allez faire une auto-hypnose, ça va être comme une hypnose. Il va falloir que vous mettiez un objectif. Mais ça va être très très utile pour la gestion de la douleur, ouais, l'auto-hypnose. Et en fait, comme c'est pour monsieur, pour Rhône-Alpes, c'était pour dire comment, où apprendre auto-hypnose par rapport à sa spécificité dont on aurait besoin et sur la région Rhône-Alpes, quoi, voilà. Je sais pas. Référencé, professionnel, voilà, et qui n'est pas de risque. Ou apprendre l'auto-hypnose dans la douleur chronique. Je sais qu'à Lyon, il y a des endroits où ça se fait, mais je ne saurais pas vous dire qui. Donc peut-être que si vous entrez en contact, par exemple, avec l'Institut Milton Erickson de Lyon, l'email, ils vont peut-être pouvoir vous orienter vers des endroits où ça se fait. À Grenoble, ça se fait pas. Voilà. Après, il y a des endroits où ça se fait. Ouais. On fait ça dans le cadre de la cancérologie, mais on ne fait pas ça dans le cadre de la douleur chronique. Je voulais savoir si les personnes en situation de handicap cognitif étaient réceptives à l'hypnose. Et je pensais notamment au traitement des troubles du comportement qui aujourd'hui sont si difficiles à soigner. Est-ce que ça peut
Là, je ne saurais pas trop vous répondre. C'est quoi vous entendez par quel type de patient, des par exemple personnes, est-ce que par exemple, je pense aux enfants handicapés mentaux, en déficience cognitive, est-ce qu'ils sont réceptifs, comme les autres, à ces techniques? Est-ce que vous en avez eu à soigner? Non, j'en ai pas eu à soigner. Jérôme, non plus. Je crois pas. Après, du moment que vous allez pouvoir, je pense que du moment que vous allez pouvoir focaliser la personne sur quelque chose, vous allez pouvoir commencer à entrer dans un processus d'hypnose. Donc après, ça va juste dépendre des capacités d'attention et neurologiques de la personne à se focaliser sur quelque chose. Voilà. Après, on peut très bien, c'est comme un peu chez les enfants. Les enfants, ils ont une attention qui va, qui vient, etc. Mais on peut très bien faire de l'hypnose avec eux. Ça va être un petit peu différent, c'est un peu une pratique un peu différente, parce qu'ils vont se focaliser, puis se repartir, et puis revenir. Voilà. Donc je pense qu'il y a des techniques spécifiques, mais à mon avis, c'est tout à fait faisable. Après, j'ai pas d'expérience là-dessus. Moi non plus, j'ai pas d'expérience, mais par contre, j'ai souvenir d'avoir lu dans des revues d'hypnose un centre où justement, avec des enfants avec des handicaps mentaux qui utilisaient l'hypnose dans un cadre de réadaptation, de mise en mouvement, effectivement, pour des tâches, pour des choses comme ça. Mais pas d'expérience personnelle. Bon, je vois qu'il y a encore beaucoup de mains qui se lèvent. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur le site de la Fondation, Fondation Apicil, sur la page Contact. C'était une réponse. Il y avait une réponse importante. Il y a trop de questions. La dernière. Pardon, excusez-moi. Alors, moi, je suis psychologue en EHPAD. En effet, des personnes âgées avec des troubles cognitifs peuvent être réceptives à l'hypnose. Je le pratique du coup là-bas. Mais ça se joue vraiment sur le relationnel aussi. Et après, sur les différents canaux sensoriels qu'il faut stimuler de la bonne façon, en fait. Bon, ils ne sont pas tous réceptifs de la même façon, mais ça peut être possible. Merci pour votre intervention. Merci. Donc, pour les personnes qui voulaient poser des questions et qui n'ont pas pu les poser ce soir, vous allez sur le site de la Fondation Apicil dans notre page Contact et vos questions, je les transmettrai au docteur Schweitzer et Bouvier qui vous répondront. Comme ça, chacun aura sa réponse. Je vous propose de les applaudir une dernière fois. Merci.